Bien, bonsoir à tous, on va commencer. Donc, dans cette séance, nous allons toujours éclairer le problème de l'énergie noire. Donc, on va rappeler un peu les épisodes précédents. On a vu la semaine dernière que les supernovae de type 1A nous étaient très précieuses et n'avaient découvert en fait l'existence de cette énergie noire et peut-être était compatible avec une constante cosmologique, au moins à 5% près. On va voir aujourd'hui quel sera l'apport du fond micro-ondes avec le séminaire qui suit. On va voir si on peut trouver une cinquième force. S'il y a vraiment une énergie noire, une quintessence, il y aura cette cinquième force. On va regarder un peu les principes que l'on peut vérifier, les principes d'équivalence par exemple, qui devraient être violés s'il y avait cette cinquième force. On va essayer de voir quel est l'état de l'art aujourd'hui dans cette vérification. Et puis essayer d'évoquer les solutions qu'on peut avoir en l'unification de la gravité quantique. On va évoquer le problème des cordes et des supercordes. Et puis finalement, on fera un petit résumé de ce qui pourra être traité avec le fond micro-ondes, qui sera traité dans le séminaire qui suit. Donc, on a vu la semaine dernière que peut-être le problème pouvait se ramener à celui d'une constante cosmologique, mais tout de même, ça demande un ajustement très très fin, puisque le vide quantique existe. On a vu qu'il contribue à une constante assez grande. Et pour trouver quelque chose de très très petit aujourd'hui, il fallait quand même un ajustement fin, donc ce n'était pas quand même idéal. Il y avait un problème de coïncidence. Donc s'il y a une accélération de l'expansion, telle qu'on a vu avec les supernovae, on sait que c'est un effet qui est sensible que depuis très récemment, si j'ose dire au moins 5 milliards d'années. C'est petit devant l'âge de l'univers qui serait 14 milliards d'années. Et on sait que si on extrapole, on va avoir un modèle d'univers tel que l'expansion est accélérée jusqu'à devenir exponentielle, qui va correspondre un petit peu à l'inflation qu'il y a au début de l'univers. Donc il y a un rapprochement avec ceci. Et enfin, on sait aussi que la solution du problème est certainement ce qui lie l'infiniment petit à l'infiniment grand, donc le vide quantique, qui, comme on le représente ici, est très peuplé de paires de particules-antiparticules, qui n'est pas vraiment vide, qui a beaucoup d'énergie. Et c'est sans doute ceci, la solution de cette prédiction qui ne correspond pas du tout à la réalité, qui va être la clé du problème. Donc je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette nouvelle qui est arrivée la semaine dernière. En fait, on voit que l'actualité est très relative à ce dont on parle ici aujourd'hui. On a signalé la semaine dernière qu'au VLT, au Grand Télescope de l'ESO au Chili, ont été découverts la polarisation du vide et la biréfringence du vide. En fait, c'est une prédiction qu'avaient fait les théoriciens quantiques, la théorie quantique du vide. On sait qu'on vérifie l'existence du vide quantique par la force de Casimir, on en a parlé la semaine dernière, mais il y avait aussi une prédiction qui n'avait jamais été vérifiée en laboratoire, simplement parce qu'elle demande des champs magnétiques très très forts. On prédit que dans le vide, il y aurait une biréfringence, comme cette biréfringence qui est connue dans les cristaux, dans les liquides, avec une anisotropie de l'indice qui fait une biréfringence. Alors celle-ci a été observée avec une étoile à neutrons. Vous avez ici une étoile à neutrons tout à fait ordinaire, en fait, qui n'est même pas un pulsar, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'émission dans l'axe de rotation de l'étoile à neutrons vers nous, donc on a une étoile qui rayonne uniquement de façon thermique. Et cette émission thermique a été polarisée. Vous voyez un petit peu les schémas ici de la polarisation en rouge et en bleu, qui est le champ magnétique électrique. Et le taux de polarisation a été très fort et ne peut être expliqué que par cette biréfringence du vide quantique. Alors pourquoi ce vide quantique est biréfringent? C'est qu'on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de paires virtuelles qui créent en quelque sorte un certain milieu qui peut être en effet biréfringent, qui est anisotrope dans un champ très fort. Alors ce champ très fort, puissance 13, ça vous donne une ordre de grandeur puisque le champ terrestre est de 0,5 Gauss. Donc on a vraiment uniquement dans l'astrophysique, on peut se permettre donc de vérifier la physique quantique. Alors, oui, donc ici, on peut tracer, donc, on l'a vu la semaine dernière, de ce diagramme de densité, ces figures de mérite qu'on appelle de probabilité de possibilité, ici dans un diagramme qui représente la densité de matière totale, matière noire et matière ordinaire, oméga m, qui est normalisée à la densité critique, et la même chose avec l'énergie du vide ou l'énergie noire ici, oméga lambda. Et on avait vu que les supernovae
était l'élément qui nous indiquait exactement qu'il y avait un oméga lambda non nul. Est-ce qu'on peut aussi, uniquement avec le fond micro-ondes, qu'on appelle ici CMB en anglais, le fond micro-ondes, est-ce qu'on peut déterminer l'existence de l'énergie noire uniquement par cette méthode-là? En fait, ça paraît impossible puisque ce rayonnement micro-ondes est émis à la dernière surface de diffusion, c'est-à-dire lorsqu'il y a recombinaison de l'univers, du plasma ionisé, proton-électron, qui redevient des atomes d'hydrogène. Et on sait que cette dernière surface est à 380 000 ans après le Big Bang. Et au début de l'univers, l'énergie noire est complètement négligeable. On est dominé par le rayonnement puis par la matière, mais l'énergie noire est complètement négligeable. Donc, il semblerait qu'en effet, cette contrainte ne puisse pas nous donner cette énergie noire. Mais en fait, oui, parce qu'on va utiliser un effet secondaire qui est dû à la lentille. Et donc, cet effet est représenté ici. Les effets de lentille dus à la matière qui se trouve sur la ligne de visée entre la dernière surface de diffusion et nous-mêmes. Donc, de z égale 1000 à z égale 0 aujourd'hui en redshift. Donc, vous voyez toutes ces petites fluctuations ici qu'on voit dans la carte de tout le ciel des anisotropies de Planck, dans le fond micro-ondes. Et on voit que ces rayons sont déviés par l'antigravitationnel, par toute la matière, jusqu'à aujourd'hui. Et comme justement l'énergie noire domine dans les bas redshift, on va pouvoir avoir un élément une trace dans ce rayonnement en fait. Et lorsqu'on fait le calcul, évidemment c'est très faible, on a le spectre de puissance des déflexions de la lumière en fonction des échelles. Ici on a les petites échelles, ou les grands L, c'est-à-dire l'angle est très petit et croît vers ici. Et on voit qu'avec lentille, vous avez la courbe en pointillé et sans lentille, la courbe noire. Donc on voit qu'il y a un tout petit effet. Donc il faut être surtout à petite échelle. C'est pourquoi les instruments qui regardent le ciel en micro-ondes, surtout à petite échelle, comme il y en a au sol, par exemple l'instrument qu'on appelle ACT, c'est-à-dire un télescope dédié à la cosmologie qui est dans le désert d'Atacama au Chili. Et celui-ci a une résolution angulaire sur le ciel de 1 minute d'arc, ce qui est mieux que les satellites. Le meilleur satellite, c'était Planck. En fait, il y avait Kobe, WMAP qui avait une résolution bien moins bonne. Planck a la meilleure dans l'espace, est beaucoup plus ambitieux, mais quand on est au sol, on pourrait faire une petite région du ciel et avoir une résolution meilleure, et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, avec ce télescope, il a été possible, en utilisant les lentilles gravitationnelles, alors ici est représenté justement les simulations de ce phénomène. Alors, vous avez le diagramme de la déflexion des rayons lumineux en projection sur le ciel. Si vous avez un amas de galaxies au centre de l'image ici, vous voyez que les rayons lumineux sont déviés vers l'amas et puis ensuite ressortent. Donc en projection, ça va faire ce diagramme ici. Et donc si on a par exemple une fluctuation initiale de température quelconque, comme celle-ci dans le modèle, on voit qu'après lentille, on voit cet effet de lentille là, qui fait un petit peu tourner les images. On va voir qu'on va créer aussi une polarisation un petit peu de mode circulaire. Et cet effet-là a été simulé, donc par exemple par Wayne Hu et d'autres. Et lorsqu'on fait le calcul, on voit qu'on peut prédire les modèles selon qu'il existe une constante cosmologique lambda, une énergie noire ou pas. Donc ici, le modèle sans énergie noire est en bleu et le modèle en rouge. Et on voit qu'on est juste à la limite, mais déjà en 2011, on va voir qu'avec Planck, il est possible d'en faire encore mieux. Mais déjà à cette époque-là, uniquement avec le fond micro-ondes, on pouvait déterminer qu'il y a cette énergie noire grâce aux lentilles. Bien, alors ceci étant dit, est-ce qu'on va essayer, est-ce qu'on peut trouver une théorie qui va unifier cette gravité et la physique quantique, qui sont les deux piliers en fait de la découverte de la physique au XXe siècle. Vous savez qu'on a découvert à la fois dans la première moitié du XXe siècle la relativité générale d'Einstein et puis la physique quantique. Et est-ce qu'on peut les unifier dès le début? Ça fait un siècle qu'on essaie d'unifier ces forces et qu'on y arrive assez peu. En fait, c'est tout à fait encore un processus en cours. Alors là, je rappelle que déjà au XVIIe siècle, Isaac Newton avait essayé d'avoir une certaine unification, une gravitation universelle, qui avait rapproché les forces de la pomme qui tombe et de la lune qui tombe. Ça, c'est vraiment le niveau primaire, enfin basique. Et ensuite, en 1917, cette force de gravité est devenue, selon un nouveau concept, une déformation de l'espace et non une force, donc qui correspond aux invariances de Lorentz. Donc, au même moment, donc, cette théorie quantique montrait que les particules avaient un comportement équivalent
entre les particules et les ondes. On avait ce principe d'incertitude d'Heisenberg qui nous dit qu'un électron, par exemple, ne peut pas être localisé. Il y a une relation d'incertitude entre l'incertitude sur la position et la quantité de mouvement. Donc si vous essayez de le faire passer par un petit trou, vous allez avoir une impulsion qui est complètement indéterminée, donc vous avez une diffraction. Donc cette dualité-là permettait aussi de résoudre le problème de pourquoi l'électron ne tombe pas sur le proton, par exemple, et arrive à une singularité. En fait, on n'arrive pas à le localiser, donc il prend tout de suite une impulsion assez grande. Donc cette théorie quantique des champs a été faite pour résoudre ce problème. Tous les problèmes classiques qu'avait la physique à cette époque-là, les problèmes de singularité et les problèmes de dualité. Donc non seulement le photon, qui est aussi une particule et une onde, va devenir une onde, une particule, mais aussi toutes les particules, en fait, l'électron va devenir une onde, etc. Donc les particules ne sont plus représentées par des points et par une dynamique classique, mais par un champ qui prend des valeurs en tout point. Donc c'est ça le nouveau paradigme ici. Et les échanges entre les particules se font par une interaction qui est représentée par des bosons qui sont les médiateurs des interactions, qui sont représentés par exemple par des diagrammes de Feynman qui ont eu beaucoup de succès et qui montrent que les particules interagissent par ces bosons d'échange qui sont le photon pour l'interaction électromagnétique ici, ou bien d'autres bosons d'interaction faible pour les autres forces. Donc tout cet échafaudage en fait, est basé sur des symétries qui ont un ensemble relativement satisfaisant et qui correspondent tout à fait à l'observation, aux expériences au laboratoire et dans les grands accélérateurs. Et puis il y a aussi quelque chose qui est assez caché ici, c'est qu'il y avait des infinités dans cette théorie quantique qui ont été résolues peu à peu par des renormalisations, c'est-à-dire des calibrations des infinis qui supprimaient d'autres infinis, etc. Alors, on va essayer d'appliquer cette théorie des champs à la gravité, ce qui paraît possible puisque l'échange correspondant, la particule qui est échangée lorsqu'il y a une interaction gravitationnelle pourrait s'appeler graviton. On sait qu'elle aurait une masse nulle puisque la gravité a une portée infinie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas renormalisable. Et on va voir qu'on bute toujours là. On va un petit peu développer ça dans la suite. Et donc, il a été nécessaire d'avoir une autre approche qui va être la théorie des cordes, qu'on va un petit peu développer, qui date depuis 40 ans, mais qui est toujours le meilleur moyen d'arriver à l'unification de toutes les forces, et qui consiste à remplacer les particules, non pas par des points, mais par des éléments à une dimension. Donc ça résout automatiquement le problème des singularités, bien sûr. Et puis ces cordes ont une certaine tension et vibrent, et on va pouvoir représenter toutes les particules ainsi. Alors le gros problème, c'est que ces théories-là ne sont viables que lorsqu'on est dans un espace à des dimensions supplémentaires, au moins 10 dimensions, ou peut-être parfois 26, et puis aussi une supersymétrie entre les bosons et les fermions. Alors, un petit schéma qui représente un petit peu ce qu'on pourrait se représenter par rapport à un diagramme de Feynman avec un graviton, un électron qui interagit avec un graviton, avec une autre particule. Voici ce que ça pourrait sans la théorie des cordes. Et avec les cordes, vous voyez qu'on a un petit peu délocalisé. Alors, à quelle échelle? On va voir, c'est l'échelle sans doute quantique, une très très petite échelle, l'échelle de Planck où ça devient indéterminé. Donc, chaque position est indéterminée. On voit bien qu'on a un petit peu élargi l'espace qu'occupait une particule avec un certain domaine d'incertitude. Et donc, des cordes remplaceraient le point ici, une corde ou une boucle fermée, enfin une corde fermée, une boucle. Mais un très grand nombre de problèmes existent. Par exemple, si on poursuit ce flou qu'on a dans l'espace, mais avec les invariances de Lorentz, on va avoir un problème de flou dans le temps aussi, ce qui est assez dommageable. Alors, est-ce qu'on connaît bien la gravitation? Est-ce qu'on pourrait se dire qu'on a peut-être loupé quelque chose et qu'il y aurait peut-être une cinquième force ou quelque chose à découvrir? Alors ça, c'est en effet une question qu'on peut se poser parce que la gravité est très 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 faible. Comme vous le savez, on a des facteurs 10 puissance moins 40 par rapport à la force forte. On a une certaine hiérarchie de forces. Et donc, il est très difficile de mesurer à petite échelle la gravité. Toutes les autres forces dominent, les forces électrostatiques par exemple, et donc on n'y arrive pas. On connaît mal la gravité en dessous d'1 millimètre. À grande échelle, on la connaît mieux, encore que on a bien vérifié dans le système solaire lorsqu'on contrôlait un petit peu toutes les masses.
Alors évidemment, en astrophysique, on a de plus grandes échelles, on a des échelles stellaires, galactiques, mais justement, quand on arrive avec des grandes échelles, on a besoin d'autre chose, de la matière noire, donc on ne contrôle pas tout. Donc si on veut vraiment se limiter au domaine où on contrôle tout, on sait quelles masses sont en présence et quelle est la force, à ce moment-là, on peut dire qu'on connaît la gravité jusque dans le système solaire, mais pas tellement plus loin. Par contre, l'électromagnétisme, la loi est bien connue, jusqu'à 10-18 mètres. Donc on voit qu'il y a un problème de connaissance de cette loi de la gravité. Donc certains ont essayé de savoir quelles étaient les contraintes qu'on a sur cette force de gravité. Alors par exemple le potentiel de Newton, qu'on connaît bien. Donc G, la constante de gravitation, M1, M2, et puis une dépendance en 1 sur R. Donc ça c'est la partie constante. Et puis un petit terme qu'on va rajouter, une perturbation, alpha va être très petit, et qu'on met sous forme d'un potentiel d'Ukawa, parce qu'en physique des particules, c'est un terme qui revient très souvent, et qui représente le lambda, c'est une échelle caractéristique lambda, et cette échelle caractéristique, elle est due à la portée de l'interaction. Donc si lambda est petit, on a une masse aussi intermédiaire d'un boson de l'interaction qui est plus massif. Si le boson est nul, on a une portée infinie, donc lambda sera infini, donc il n'y aurait plus d'exponentielle. Donc ici, le potentiel en 1 sur R n'a pas d'échelle caractéristique, hein, il y a une portée infinie. Par contre, là, on a une échelle caractéristique qui représente bien d'ailleurs les forces fortes et faibles qui sont confinées aux dimensions atomiques, qui sont vraiment à portée finie. Donc ici, on sait que la masse du boson intermédiaire correspondante, elle est inversement proportionnelle à la taille caractéristique lambda. Alors, il se pourrait aussi que, ça c'est une idée qui est développée encore aujourd'hui, que ce graviton, qui est le boson intermédiaire supposé être le vecteur de la gravitation, ne soit pas de masse non nulle, enfin ne sera pas de masse nulle. Donc, est-ce qu'on peut, avec les contraintes que l'on connaît dans le système solaire, avoir une limite supérieure de la masse? Et en effet, on peut. Alors, si par exemple on écrivait l'ensemble sous forme d'un potentiel qui donnerait une force à extension finie, à ce moment-là, vous voyez qu'on peut en déduire, puisqu'on connaît la loi de gravité sur tout le système solaire, mettons 1000 AU, en étant très large, à ce moment-là, on a la masse du graviton est inférieure à 2 puissance moins 56 kg, ce qui est, il faut bien l'admettre, très 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 petit. Donc on est tranquille. Le graviton, en tout cas s'il a une masse, aura une masse très très petite et ne pourra pas changer quoi que ce soit dans ce qu'on connaît de la masse. Ok, donc les modifications de la gravité, donc voici un petit peu les contraintes que l'on a en fonction de la taille de ce lambda, hein, ici. Les diverses expériences ici sont par exemple la meilleure. Ici, vous avez une région exclue, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de lambda, la perturbation est nulle, jusqu'à ces valeurs de alpha, c'est-à-dire 10-10, c'est vraiment très petit. La meilleure ici étant le Lunar Laser Ranging, ça veut dire une expérience qui envoie des rayons laser sur la Lune et qui permet d'avoir une très très grande précision, le mouvement de la Lune, la distance et l'évolution de ces distances et de ces vitesses. C'est ce qui donne la meilleure limite actuellement. Et puis des distances qui sont de l'ordre du mètre ou du centimètre, ce sont des expériences qui sont menées en laboratoire par des groupes de recherche dont la ville ici est indiquée, Irvine, Seattle aux États-Unis ou Tsukuba au Japon. Et on voit un petit peu que progressivement, en fonction du temps, on commence à attaquer la période des petites lambda et qui devient de plus en plus exclue. Alors ça, c'est un peu à rappeler la mesure de la force de Casimir. En fait, on avait vu que c'est un petit peu les mêmes expériences qui permettent de... Ici, on a des lambdas entre le centimètre et beaucoup moins que le micron, qui ont pu mesurer entre deux plaques ou entre un cylindre et une plaque ces forces de Casimir. On a vu que pour les grandes distances, on pouvait déjà contraindre la loi de gravité. Par contre, il nous faudrait quelque chose de plus neutre pour ne pas avoir cette force de Casimir qui se vient nous gêner en fait pour avoir beaucoup plus de contraintes à petit lambda. Et il y en a en fait, il y a beaucoup d'expériences qui soit des expériences en utilisant l'hélium 3 polarisé qui sont ici. Donc, vous voyez que cette fois, on va contraindre la loi de gravité entre le millimètre et le micron. Donc ça, c'est de plus en plus... Et puis ici, on a évidemment
beaucoup plus de contraintes pour les grandes lambda, et une certaine expérience qui est en train de se développer pas mal. Ici, ce sont les expériences avec des neutrons ultra froids. On arrive à faire des neutrons, ce qu'on appelle ultra cold neutrons, la UCN, les neutrons ultra froids, qui sont un petit peu comme on arrête l'agitation thermique, en quelque sorte, du neutron. Vous avez peut-être entendu parler de fontaines atomiques. On arrivait à arrêter les atomes et avoir beaucoup plus de précision sur les constantes atomiques parce qu'il n'y a pas d'effet Doppler sur ces atomes. Ici, c'est le même principe. On arrive à avoir des neutrons très très froids et on essaie de piéger ces neutrons entre deux plaques qui les repoussent, en fait, donc une cavité où les neutrons sont en train de faire des ondes stationnaires et ces plaques interagissent par des forces nucléaires, en fait, rebondissent. Parfois, elles laissent passer, mais parfois elles rebondissent. Donc on a une certaine quantification des états d'énergie que vous voyez ici, des neutrons entre ces plaques. Et comme ces plaques sont horizontales, les neutrons sont entre les plaques uniquement soumis à la force de gravité. C'est là qu'intervient le potentiel gravitationnel et on peut agir sur l'intensité de cette force de gravité, on peut la mesurer avec ces neutrons et ces plaques qui sont de l'ordre de ces tailles de microns. Donc c'est cette expérience qu'on appelle spectroscopie en résonance de la gravité qui permet d'essayer de détecter de ce qui se passe à vraiment très très petite échelle. Alors il y a non seulement, on essaie de voir si la gravitation est toute seule, s'il y a une cinquième force, etc., mais aussi s'il y a d'autres particules. Par exemple, il y aurait des actions. Les actions sont des candidats qui ont été émis pour la matière noire. On ne sait pas du tout quelle est la taille, la masse des particules à plusieurs ordres de grandeur près. Donc ici, ce sont les ordres de grandeur qui sont contraintes par cette expérience-là. On a pu contraindre aussi une théorie de quintessence qui rajoute un champ scalaire, donc une cinquième force ici, et avec un potentiel qui est un potentiel phi. Ce phi est le champ qu'on rajoute. Et vous voyez qu'on commence déjà à avoir des contraintes. On ne peut pas faire n'importe quoi. On a des contraintes sur les champs scalaires qu'on peut rajouter, en fonction de phi, puis de bêta, qui est le couplage et la densité ambiante ici. Et puis, tout simplement aussi, il y a le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence qui est très relié au principe de chute libre des corps, qui remonte à l'expérience de Galilée, qui jetait des corps à partir de la tour de Pise, selon la légende. On voudrait savoir si la masse inerte est égale à la masse pesante et si les divers matériaux qui interviennent sont exactement équivalents. Donc ces lois-là seraient violées si on avait une cinquième force, et si on rajoutait ces champs scalaires, donc cette énergie noire. Donc c'est très important de le revérifier à nouveau, bien que on sache jusqu'à présent que jusqu'aux dernières limites, elle a toujours été vérifiée. Alors quand on regarde la densité d'énergie, à quoi elle correspond, vous savez qu'on avait trouvé 10-29 grammes par centimètre cube pour la densité critique, donc ça fait 0,7 fois cette valeur. Quand on la transforme en unité MC2, si vous voulez, pour la densité d'énergie, on a cette quantité-là. Et cette longueur caractéristique de Compton de cette énergie-là va être égale à 85 microns. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir, c'est accessible en fait à l'expérience, on va essayer de savoir si on a des défauts à ce principe à ces échelles-là. Alors je vais faire un petit peu d'histoire ici pour savoir exactement comment on connaît cette équivalence. Alors vous savez que vous avez peut-être entendu parler de l'expérience de Vos avec son pendule de torsion. Alors ce que faisait Vos, juste un petit peu à la fin du 19e siècle justement, c'était de regarder si la force d'inertie, alors nous sommes ici à un point, une certaine latitude à la Terre avec θ ici, et on a deux forces qu'il s'agit sur une masse m, qui est l'attraction qui est dirigée vers le centre de la Terre, et puis la force d'inertie centrifuge qui est due à la rotation de la Terre sur son axe, ici symbolisé par l'axe OZ. Donc si on tourne avec oméga, la force d'inertie serait oméga 2, R étant R cosinus θ ici. Alors il faut dire que Roland de Vos avait une précision extrême, 10-9. Pour obtenir cette précision, il avait travaillé pendant 30 ans de sa vie tout de même. C'est pour ça qu'il est resté dans l'histoire. En fait, il a obtenu la meilleure précision à l'époque. C'était vers les années 1900-1905. Et justement, Einstein s'en était servi pour postuler avec beaucoup d'assurance le principe d'équivalence, puisqu'il y avait cette expérience qui le montrait à 10-9. Donc le principe était suivant. Vous avez un pendule qui peut tourner autour de Z.
et vous pouvez mettre deux masses qui ont la même masse, la même pesanteur, donc le même poids, mais qui sont formées d'éléments différents, peut-être l'or, le platine ou le fer, ou je ne sais quoi. Et puis, on peut aussi les échanger de 180 degrés, mettre un en deux, de manière à bien calibrer l'expérience, qu'on n'ait pas des gradients de pesanteur, etc. Et puis, il mettait un petit miroir sur l'axe et mesurait avec une lumière un petit peu un écart de miroir. Donc, c'est ce qui lui permettait d'avoir 10-9 en précision. Donc, ce qu'il avait, évidemment, en Z, la verticale du lieu n'est pas exactement... ne passe pas par le centre de la Terre, puisque vous avez l'accélération de pesanteur apparente, une combinaison de l'accélération G puis de la force centrifuge, et c'est presque pareil. Donc les masses ici vont s'annuler. En moment par rapport à Z, vous avez la différence des masses d'inertie entre 1 et 2. Donc c'est ça qu'il a mesuré avec un appareil qui ressemblait à ça. Alors évidemment, plus compliqué que le schéma, il y avait un écran thermique pour éviter les phénomènes de pression, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui a été une des étapes de cette vérification du principe d'équivalence. On peut aussi citer celle en 1964 de Robert Dicke, qui était aussi un expérimentateur tout à fait remarquable, et qui s'était servi cette fois du Soleil, pas seulement de la force d'inertie, de la rotation de la Terre, etc., mais du Soleil, où cette fois-ci on a la rotation de tous les objets autour du Soleil en une année. Donc vous pouvez faire le calcul, on a évidemment oméga 2 est bien plus faible, mais R est beaucoup plus grand. On a finalement un effet qui est seulement 2,7 fois plus faible que sur Terre. Donc, et surtout qu'il y a l'avantage que vous n'avez plus de gradient. Vous êtes tellement loin du Soleil que vous n'avez pas les gradients sur Terre, vous avez des gradients de pesanteur ou des gradients de force d'inertie, etc. Mais là, vous n'avez pas de gradient, donc ça me permettait d'avoir une précision plus grande, 10-11, mais il fallait faire l'expérience une fois par jour, lorsque vous êtes en face, etc. Donc vous voyez, l'expérience, c'est un petit peu la même chose. Vous avez la force d'attraction, la force d'inertie, et vous comparez les masses inertielles des deux masses avec des éléments différents. Donc ça a permis donc cette précision à 10-11. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on commence à continuer à avoir une plus grande précision sur ce principe d'équivalence. Le CNES a lancé cette année, le 26 avril 2016, un satellite qui s'appelle Microscope. HOP, ça veut dire justement l'observation du principe d'équivalence. Donc la chute libre et le principe d'équivalence, exactement. Et ce satellite est à 700 km d'altitude. Il aura 2 ans de durée de vie, donc on aura tous les résultats en 2018. Et vous voyez, selon le schéma, vous avez des masses tests. Vous en avez 4, en fait, des cylindres à l'intérieur d'autres cylindres. Et vous avez un satellite qui tourne. Vous avez cette rotation-là et la rotation autour de la Terre. Donc le oméga de l'inertie, cette fois-ci, sera double. Et on pourra obtenir une précision 10-15, ce qui est énorme, beaucoup mieux que sur Terre. Alors ici, vous avez l'expérience, le petit schéma. Vous avez un cylindre à l'intérieur d'un autre, concentrique, et l'un est formé de platine et l'autre de titane. Alors évidemment, on ne va pas leur permettre d'aller à des vitesses différentes. On va avoir justement un senseur qui va savoir quel est l'effort qu'il faut fournir pour qu'ils restent ensemble. Et puis vous avez quelque chose qui est protégé. On dit que l'orbite est compensée, c'est-à-dire que le satellite autour de cette masse test compense les effets de perturbations non gravitationnelles dues au Soleil, par exemple. Vous avez un chauffage du Soleil d'un côté, vous avez une pression, vous avez le vent solaire, vous avez des rayons cosmiques, etc., qui normalement font que le satellite qui est soumis à tout ça aura une trajectoire qui ne sera pas exactement celle de la masse test. Donc il y a un petit moteur basé sur des forces électromagnétiques qui va pousser le satellite pour que le satellite ne touche jamais les masses test. Donc c'est un petit peu la même chose que pour le satellite de LISA, pour les ondes gravitationnelles. Donc on a maîtrisé ce problème d'orbite compensée. Donc les masses ici sont complètement indépendantes de toutes les perturbations dues au Soleil ou autre chose. Donc elles sont vraiment uniquement dues à la gravité. Donc on va pouvoir mesurer les gravités, les forces d'inertie, etc. Alors, il faut remarquer que la NASA avait aussi un satellite prévu, STEP, pour vérifier l'équivalence principale, plus ambitieux. Il était refroidi à l'hélium, ce qui n'est pas dans ce cas-là, mais tellement cher que finalement il a été arrêté. Donc finalement, parfois, il vaut mieux être petit et voler plutôt qu'être trop ambitieux et finalement être arrêté assez vite. Enfin, peut-être que cette manip sera là
lorsqu'on verra les résultats de microscope en 2018. Donc quand on symbolise un petit peu les progrès de l'histoire, vous voyez qu'il y a eu énormément de progrès en fonction des années à partir de Galilée. Il y a plein d'étapes que je n'ai pas décrites ici. On a l'étape de Vos ici, de Dicke, et puis aujourd'hui microscope avec 10-15. Donc si elle est vraiment vérifiée, on aura fait un progrès dans ce principe d'équivalence qui va nous donner des contraintes sur l'énergie noire et la cinquième force. De même ici, alors il y a d'autres expériences dont je n'ai pas parlé en laboratoire, notamment à Washington, à Delberger et al. On fait beaucoup de progrès ici. Vous voyez la précision qu'avait obtenue donc Hot-Vos 10-9, à Princeton 10-11, toutes ces manips dans les laboratoires jusqu'à 10-14, et puis maintenant microscope qui sera ici. Donc énormément de progrès et un effort soutenu pour toujours essayer d'avoir une plus grande précision dans ce principe d'équivalence. Et ici, de même, avoir les forces supplémentaires qui se produisent à petite échelle, à l'échelle du micron pour la gravité. Ok, donc maintenant, on va regarder un petit peu ce problème d'unification, puisqu'on a vu que tout le problème allait sans doute rester dans la gravité quantique. On n'a toujours pas résolu ce problème. Alors pourquoi en fait on n'a pas résolu ce problème et en fait la plupart des autres forces fondamentales ont été unifiées. Alors par exemple la force faible que j'ai symbolisée ici par cette radioactivité bêta qui a été découverte déjà au début du XXe. Ici vous avez un atome, par exemple le cobalt, 60 nucléons, la même chose pour le nickel, mais à un moment donné, de façon spontanée, un des neutrons se désintègre en protons et électrons. Donc on voit que le nombre de protons va augmenter, 28. On va donc passer au nickel. Et puis on aura un électron. C'est pour ça qu'on appelait ça radioactivité bêta. Bêta, c'est l'électron. Et c'est déjà en 1930 Pauly qui avait remarqué qu'il manquait de l'énergie. Donc sans doute, cette énergie était prise par un neutrino. Et c'est ainsi qu'on a détecté le neutrino. Donc cette force faible est confinée dans les atomes. Elle n'est pas du tout comme la force électromagnétique de portée infinie. Pourtant, il était possible de construire une théorie unifiée entre ces deux forces, ce qui a donné le prix Nobel à Sheldon Glashow, Steve Weinberg et Abdus Salam en 1979, en fait, il n'y avait même pas de théorie de la force faible avant. C'était déjà une théorie unifiée électrofaible qui avait décrit les deux. Donc c'est assez une performance en fait. Donc, ces expériences-là, très longtemps, on ne les a vues qu'avec des particules chargées. Et on a découvert qu'il y avait 3 bosons d'interaction, des bosons de médiateurs de ces interactions, 2 particules chargées et une neutre, mais ces expériences avec les neutres n'étaient pas vraiment observées. Ce n'est qu'en 1973 qu'on les a observées, et c'est pour ça que le prix Nobel a été attribué. C'est une confirmation éclatante, une prédiction qui a été confirmée après. Donc c'est vraiment un très beau succès qui a permis cette interaction, cette unification. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une symétrie de ces deux forces à très grande énergie. Alors, l'énergie de cette symétrie est de 100 GeV, ce qui est beaucoup, et dès qu'on descend à plus basse énergie, les deux forces sont tout à fait distinctes, et on sait très bien à notre échelle que la force électromagnétique et la force faible sont vraiment très très différentes, à la fois en intensité et en portée et en caractéristiques. Mais dans les accélérateurs, on va jusqu'à 100 GeV, à ce moment-là, c'est à peu près la même force. On a la masse des particules est de l'ordre justement de 80 GeV et de 100 GeV. Donc lorsqu'on va très très loin, on va tendre vers une force qui va être presque comme les photons à masse nulle. Donc cette grande unification, elle est un peu basée là-dessus, c'est qu'on a des forces qui sont de couplage, de termes de couplage très très différents. Alors pour donner quelque chose d'approché, si on compare à la force forte et on lui donne arbitrairement une force 1, à ce moment-là, on voit que la force électromagnétique, elle serait déjà à 10-2, la force faible à 10-5, et la gravitation, c'est celle qui est la plus faible et la moins compréhensible, 10-40. Et on pense qu'il va falloir aller très 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 loin, et peut-être jusqu'à l'énergie de Planck, pour avoir cette unification. Alors, pour la force faible, c'était assez facile, parce que lorsqu'on montait en énergie, le couplage montait très très vite, alors que l'électromagnétisme était à peu près constant. Donc il a été très facile de rapprocher les deux constantes de couplage et d'avoir une action commune. Là, pour la gravité, ça va être très difficile.
Aussi, pour expliquer cette symétrie, il faut supposer que le nombre de bosons va être égal au nombre de fermions. Et c'est là que la supersymétrie aussi intervient. On est obligé de supposer qu'à une certaine énergie, on a parfaitement une symétrie entre les fermions et les bosons, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, donc la symétrie est tout à fait brisée. C'est-à-dire qu'on a toutes les particules sont des fermions et les bosons sont les particules intermédiaires, mais il y en a beaucoup plus de fermions aujourd'hui. Donc cette supersymétrie doit être supposée pour unifier ces forces à un état de symétrie bien plus grand. Donc on pense que c'est peut-être la masse de Planck, qui est la masse qui correspond à la taille très petite, la taille quantique. Donc la masse de Planck qui est de l'ordre de 10 puissance 19 GeV, vous voyez qu'il y a quand même des ordres de grandeur par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les accélérateurs, on est au TeV d'énergie, qui va être l'énergie à laquelle on va peut-être unifier cette gravité. Alors entre-temps, la masse du boson de Higgs qu'on a découvert en 2012 et qui correspond aux prédictions, il y avait un mécanisme qui était inventé par les trois physiciens Higgs, Brut et Englert, qui disait justement que cette brisure de symétrie créait cette masse. On a, lorsqu'on est très très symétrique, une masse nulle, et lorsqu'on baisse en énergie, on commence à obtenir ces masses, et donc ces masses de l'interaction faible en étaient tout à fait un exemple. Et les renormalisations aussi étaient un des problèmes. Vous avez dans ce diagramme de Feynman, vous avez l'énergie propre de l'électron qui interagit par plusieurs interactions. Il fallait les sommer et elles ne convergeaient pas jusqu'à l'infini. Donc il fallait renormaliser pour trouver ces couplages. Donc l'idée que l'on se fait ici, c'est que dans cet univers symétrique, donc, nous avons aujourd'hui des particules familières dans le modèle standard. Et puis, derrière le miroir, vous voyez qu'on a toutes ces particules symétriques, elles sont beaucoup plus massives que les particules que l'on connaît, ce qui est représenté un petit peu par les boules. Chaque particule a sa symétrique ici. Et on pense que lorsqu'on va aller en énergie, ici, on est ici à 10 puissance 3 GeV et 10 puissance 18 GeV, tous ces couplages, alors ces constantes de couplage, comme la constante de structure fine qui est alpha pour l'électromagnétisme, 1 sur 137, bien connues, elles sont constantes à un domaine d'énergie donné, mais lorsqu'on fait varier ces domaines d'énergie, elles ne sont plus constantes du tout. Elles varient, ces couplages. Et certaines varient beaucoup. Donc on pense que peut-être, à cette grande énergie, on va peut-être réunir cette gravité. Mais vous voyez qu'on en est loin quand même. Alors ces tentatives d'unification, on va décrire un petit peu, elles sont autour de la théorie des cordes, mais pour l'instant, on n'a aucune théorie qui est vraiment convaincante, permet de prédire quelque chose. On a bien des Lagrangiens, des théories autour d'un certain nombre de cordes, un certain nombre de dimensions, mais quand on essaie de résoudre tous ces problèmes que l'on ne sait absolument pas résoudre près du Big Bang et près des trous noirs, où on observe des choses très précises, là, on n'arrive à aucun effet prédictif. Donc là, il y a un échec, on est encore en travaux. La théorie de la gravité n'est pas renormalisable, on n'arrive pas à utiliser les mêmes principes que ce qu'il y a dans la théorie quantique. Et toutes ces théories ont beaucoup de degrés de liberté aussi. Donc, quand je dis qu'il n'est pas renormalisable, on sait que la théorie même de gravité, l'entropie n'est mal définie. On n'a ni plafond, ni plancher, etc. Dans un système thermodynamique, lorsque on a deux systèmes 1 et 2, par exemple, l'entropie est une fonction extensive, elle va être sommable. L'entropie du total sera l'entropie 1 plus l'entropie 2 lorsqu'on a deux systèmes. Lorsqu'on a deux systèmes qui interagissent par la gravité, ce n'est plus le cas du tout. On a une énergie, les deux systèmes s'attirent, on a une énergie qui devient de plus en plus négative, donc ils perdent de l'énergie. Si on essaie de chauffer un milieu gravitationnel en lui donnant un petit peu d'énergie, en fait il va se refroidir, on a une constante de couplage un peu négative, donc on a des effets très bizarres en point de vue gravité qui ne rentrent pas dans le moule, en fait. C'est là le problème. Donc c'est pourquoi il y a certaines hypothèses qui ont été émises, notamment pour résoudre le problème de l'information, de la limite de l'entropie et le principe holographique. Alors j'en donne peut-être une idée, on aura l'occasion de le décrire un peu plus en détail. Le problème, c'était celui des trous noirs, où on sait que depuis longtemps qu'un trou noir n'a pas beaucoup de nombre de degrés de liberté. En fait, on dit qu'un trou noir n'a pas de cheveux, ça veut dire qu'il n'a que 3 grandeurs qui le caractérisent. Il y a la masse,
Il y a le spin, un trou noir peut tourner sur lui-même, et puis une charge éventuellement, s'il y a une charge résiduelle, mais il n'y a que 3 grandeurs. Or, auparavant, avant que le trou noir ne s'effondre, il s'agissait d'un grand nombre de masses, un grand nombre de particules, et donc une entropie énorme, donc une information qui a été perdue. Donc il y a un théorème de Bekenstein-Hawking qui dit que cette information se retrouve. Elle ne peut pas être plus grande que celle qu'il y a à la surface de l'horizon du trou noir. Et que chaque petit bit d'information qui se trouve à l'état quantique, donc vous pouvez appeler ça un quantum d'information ici, est à peu près un quart de l'information totale. Donc on a ici une petite idée que l'information qui est contenue dans un volume est équivalente à l'information qui est contenue à sa surface, ce qui est une réduction énorme puisqu'on a perdu une dimension. Donc c'est un petit peu là qu'est le problème, c'est que lorsqu'on arrive à une petite échelle quantique, on a des petits quantums où tout est indéterminé et où l'information n'est plus gardée. Donc on sent bien qu'on a comme un réseau de quantums qui vont limiter le nombre de degrés de liberté qui ne va pas tendre vers l'infini. Donc c'est ce principe holographique qui va peut-être essayer de comprendre pourquoi cette information est conservée en fait. Alors la théorie des cordes, qui encore aujourd'hui est la principale pour essayer d'unifier cette gravité quantique, alors de quand elle est partie, en fait elle est partie il y a à peu près 40 ans, même plus, 60-70, et c'était, comme on l'a dit, pour essayer de répondre aux problèmes de l'époque où on trouvait un très très grand nombre de particules dans les accélérateurs, beaucoup de hadrons, beaucoup de résonances, beaucoup de mésons, qui étaient représentées par exemple par ce diagramme où il y avait certaines résonances, ici la masse au carré, ici le moment angulaire. Et on avait un certain diagramme, on avait des trajectoires de Regge. Regge était celui qui avait remarqué ces résonances ici. Et on en avait tellement qu'on ne savait plus quoi en faire. Donc on a dit certainement il y a trop de diversité et il faut trouver quelque chose de plus élémentaire. Et en effet, ces cordes correspondaient un peu à ce dont on avait besoin à l'époque. Et le problème était qu'on avait des singularités pour des particules en points. Ici, si on dit que les particules ne sont pas des points mais des cordes, on n'a plus cette singularité. Et surtout, il y a une tension à la corde. Et les cordes peuvent vibrer dans tous les sens. En fait, ici, il y a une petite illustration de plusieurs degrés de vibration, mais on pouvait penser aussi à la tension. Et chaque niveau de vibration, c'est un peu comme une note de musique. Vous avez des quantifications. Vous pouvez dire que chaque quantum de vibration va représenter une particule. Donc différentes particules, différentes vibrations. C'est ça un petit peu l'idée qui était à l'origine de cette théorie, qui a quand même quelques succès, qui est relativement compliqué, mais à quelle échelle se trouvent donc ces cordes? Vous avez la représentation d'un proton ici avec 3 quarks, un quark up et down, et cette taille-là est 10-18 mètres, la taille du noyau. Donc ces cordes-là seraient bien plus petites. Il faudrait une loupe relativement grosse par rapport au proton pour trouver ces cordes qui seraient à 10-35 mètres. Donc quelque chose qui est très très lourd par rapport à la longueur, puisque la taille est très 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 petite, donc une densité de masse linéaire très grande. Et on pourrait faire correspondre l'énergie de vibration à cette masse de particules, le spin aussi à son moment angulaire intrinsèque, et peut-être, vu qu'on a besoin de beaucoup de dimensions, des charges qui iraient dans une autre dimension, une charge Q, etc. Et puis d'autres nombres quantiques, parce qu'il n'y a pas que la charge. Donc ça résout en effet le problème du rayon de l'électron, le problème de l'infini, en fait, et de la renormalisation. Et à la même époque, d'ailleurs, on avait aussi ces quarks, on avait déjà trouvé que les hadrons se décomposaient en 3 quarks. Ça permettait de comprendre que les mésons n'étaient pas du tout la même chose que les hadrons, c'est-à-dire qu'ils sont composés de 2 quarks, mais quark antiquark. Et on a compris qu'il fallait encore 3 autres nombres quantiques, non seulement les charges, le spin, mais aussi 3 autres. Alors on les a appelés couleurs par manque d'imagination, mais enfin c'est 3 nombres quantiques quelconques, bleu, rouge, vert, mettons. Et on appelait cette théorie la chromodynamique quantique, QCD. Vous avez ici une petite illustration de ce qu'on peut penser, être dans le noyau à l'intérieur. Mais toute cette interaction, la force forte qui est représentée par cette théorie, est complètement confinée dans le noyau. C'est-à-dire qu'aucune des couleurs ne sort. Lorsque vous avez un neutron ou un proton, un élément qui est visible,
il est constitué toujours des 3 couleurs qui, en sommant, donnent le blanc, c'est-à-dire aucune couleur ne sort. Toutes les couleurs sont confinées et les quarks antiquarks annulent aussi leurs couleurs. Donc finalement, tout ce qui sort et tout ce qui est vu n'a pas de couleur, mais on a besoin de ces 3 couleurs pour faire correspondre toutes les observations avec la réalité. Donc tout cet édifice, en fait, correspond à ces symétries qui sont de plus en plus complexes, mais le premier, qui est le boson de Jauge, qui a le photon, donc symétrie de masse nulle et un seul boson, et puis l'interaction faible serait un SU2 avec 3 bosons, et puis à l'intérieur du noyau, il y a 8 gluons qui correspondent exactement à cette force. Donc les quarks interagissent entre eux avec la force forte en échangeant des gluons qui ont une masse nulle. Alors, pour aller jusqu'à la gravité quantique, il y a quand même un pas, il y a quand même quelque chose qui n'est pas désespéré, c'est que dans chacune des théories des cordes, il y en a beaucoup en fait, il y a toujours une particule de masse nulle et de spin 2 qui exactement correspond à la particule graviton, c'est-à-dire la particule médiatrice de la force de gravité. Donc on pense que la gravité est toujours incluse dans toutes ces cordes. Alors j'ai représenté ici le modèle standard de tous ces quarks que je vous ai décrit. Vous voyez que ces quarks ont une masse complètement différente. En fait, ce qui est stable ici, c'est la première colonne de gauche. Ici, vous avez 2,4 MeV. Et comme vous voyez dans cette colonne-là, vous avez des masses énormément plus grandes, 171 G, c'est-à-dire 100 000 fois plus que l'autre. En général, le top, là, qui a la plus grosse masse, il est assez instable. Donc vous n'avez pas une durée de vie très longue dans les accélérateurs. Ici, vous avez les bosons donc, de Jauge et vous avez enfin le Higgs qui a été découvert donc, très récemment. Donc, cette théorie, si on fait un petit peu d'histoire, il y a eu beaucoup de rebondissements dans la théorie des cordes. Ce n'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. Au départ, on était parti avec une théorie où on ne pouvait la faire rendre cohérente qu'avec une dimension 26, ce qui était quand même assez curieux. Enfin, ça sortait du Lagrangien et des mathématiques. Il y avait tout de même des problèmes. C'est que certaines particules allaient plus vite que la lumière, donc des tachyons, et donc il y a des instabilités, et cette instabilité a pu être résolue par la supersymétrie. Donc on a parlé à cette époque-là de supercordes dans les années 80, où les bosons et fermions étaient déjà unifiés dans une supersymétrie, évidemment à haute énergie, symétrie qui serait brisée ensuite à basse énergie. Et donc cette supercorde, avec ces tachyons qui sont supprimés, a une dimension de 10. Mais quand même, à l'époque, jusqu'en 1995, il y avait toujours 5 théories de cordes qui ont été unifiées peu à peu. Donc il y a quand même pas mal de progrès de simplification, des dualités ou d'équivalences qui ont été trouvées, notamment par Edward Witten en 1995. Et on parle aujourd'hui d'une théorie commune, équivalente de théorie M, qui unifie toutes ces théories avec une dimension 10. Alors 10, c'est toujours trop, vu que nous n'en avons que 4 dans notre univers, 3 spatiales et une temporelle. Donc il en faut 6 qui sont complètement compactifiés et inaccessibles. C'est pour ça qu'on a ce petit schéma en vue. À chaque cellule, qui est une cellule de Planck, si vous voulez, 10-35 mètres, qui est vraiment la cellule minimum, vous avez toutes ces dimensions qui sont repliées sur elles-mêmes avec une très très petite dimension. Et puis vous pouvez avoir aussi non seulement des cordes, mais aussi des membranes de toutes dimensions, entre 0 et 9, puisqu'il y en a 10 ici. Donc ce genre de brane qu'on appelle, ou P-brane, avec P le nombre de la dimension spatiale. Et notamment ce qu'on appelle des branes, en fait D pour Dirichlet, qui est Dirichlet, pourquoi? Parce que Dirichlet avait déjà établi une condition limite, une condition au bord. Et dans ces débranes, il y a en effet une condition au bord pour les cordes. Les cordes qui arrivent juste sur la brane sont piégées, disons, avec cette condition de bord-là, et ont une corde qui, en quelque sorte, représente une particule sur la membrane. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est les branes de 3 dimensions, c'est-à-dire celles qui correspondent à notre espace. Et donc, certaines cordes vont être complètement piégées dans la brane, et puis d'autres qui vont pouvoir traverser. On considère plusieurs types de cordes. Alors, entre 2 branes de dimension 3, par exemple, des cordes qui sont complètement confinées dans l'une ou l'autre, des cordes qui sortent, des cordes qui rentrent, etc. Ces cordes-là, par exemple, ce seraient les particules
d'interactions comme le graviton, on pense que pour avoir une unification, il faudrait que la gravité puisse sortir des dimensions dans lesquelles nous sommes. D'où les supergravités ici. Alors ces cordes interagissent en fait avec la théorie. Alors Yang-Mills, c'était une des premières théories qui représentait la force forte. C'est une théorie symétrique écrite dans les années 1950 et qui représente bien ce genre de brane avec une certaine dualité ici. Alors, il faut remarquer qu'on a toujours, dans toutes ces théories de cordes, un graviton, ce qui est essentiel. Donc, actuellement, est-ce que les cordes sont vraiment un bon candidat à l'heure d'aujourd'hui? Il y a quand même encore pas mal de problèmes. Ce sont peut-être les meilleurs candidats, mais il y a quand même beaucoup de problèmes. Il y a toujours cette non-renormalisabilité. On n'arrive pas à renormaliser, donc ça, c'est un problème. Il y a tout de même la taille minimale des cordes qui dépend de leur tension, TS. Donc ça, c'est un bon point. Elle est tout à fait compatible avec l'invariance de Lorentz, qui est l'invariance de jauge de la gravité. Donc ça, c'est tout à fait bien. Et puis, en 1978, certaines théories de supergravité, alors il faut quand même rajouter une dimension, d égale 11, mais on a une équivalence entre la dualité théorie M et théorie de l'espace plat à d égale 11 et la supergravité. Et on a une superparticule enfin, disons le compagnon du graviton dans cette supersymétrie qui serait le gravitino, avec un spin évidemment demi-entier, puisqu'il faut un fermion qui correspond à un boson. Donc le graviton a un spin 2 et le gravitino spin 3,5. Donc voici un petit peu ce à quoi on pense. En fait, on pense que la gravité va sortir. Et en fait, quand on regarde ce diagramme que l'on voit un peu dans certains livres, ce qui me frappe, c'est que cette ressemblance avec l'image de Camille Flammarion qui essaie de sortir de notre univers ici. Et je pense que c'est un petit peu ça. Nous sommes dans une débrane de dimension 3 avec des cordes et des particules qui sont confinées et uniquement la gravité peut sortir. La gravité va être perpendiculaire à notre brane, mais le reste ne sort pas. Donc on a vraiment cette vision ici, le graviton va sortir et dans les autres dimensions. Et c'est pour ça que la force nous apparaît très faible. Alors, où sont les autres dimensions? On peut penser qu'elles sont complètement compactifiées. Il y avait déjà dans les années 1920 une théorie de Kaluza et de Klein à 5 dimensions, qui était une des solutions de l'équation d'Einstein. Et lorsqu'il n'y a qu'une de plus, c'est facile de le représenter. Vous avez en chaque point donc de chaque quantum de l'espace, vous avez une dimension qui se replie sur elle-même et qui est la cinquième. Maintenant, si on a 6 d'autres, alors là, ça commence à devenir un problème. Vous voyez un petit peu les espaces de Calabi-Yau qui représentent le mieux ces 6 dimensions un petit peu complexes et entourées. Et si vous voulez le voir en 3 dimensions, on a même des petits films qui représentent bien la complexité de ces dimensions dans chaque quantum de l'espace. Et évidemment, un certain nombre de théories, encore aujourd'hui, sont développées de supergravité. La supergravité, c'est supersymétrie plus gravité. Il faut, pour unifier la gravité et la physique quantique, avoir la supersymétrie. C'est une condition nécessaire. Donc vous avez le modèle standard que nous avons déjà décrit, avec ses quarks, les bosons et le boson de Higgs, et puis toutes les particules symétriques, donc spin entier, spin demi-entier et inversement. Donc toutes les symétries sont là. Il faut noter aussi que dans toutes ces particules élémentaires, il n'y a aucune qui soit de spin plus élevé que le graviton, le spin 2. Il y en a quelques-uns, mais ce sont des résonances de hadrons complètement instables, hein, mais de particules élémentaires qui sont dans le modèle standard, il n'y en a aucune. Et c'est un développement qui est en cours aujourd'hui. Certains s'intéressent à la physique des particules à spin élevé, notamment Vassiliev et d'autres. Donc il y a encore des tas de domaines à explorer en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette supersymétrie au LHC? Alors je trouve que ce cartoon représente bien l'expérience qui est faite au LHC. Hein. On envoie un proton d'un côté, un proton de l'autre. Hein. On le fait rencontrer avec très forte énergie. Évidemment, il y a des tas d'énergie qui vont être déployées à la rencontre et on s'attend à ce que des particules nouvelles soient produites avec une nouvelle physique, puisqu'on aura atteint l'énergie plus grande où peut-être la supersymétrie va se manifester.
Et on pense qu'il y aura une interaction unifiée, hein, qui sera gravité, particules, interaction forte, faible, électromagnétique, et qui va nous faire relier le secteur qui est vraiment caché, où les particules sont symétriques entre fermions et bosons, etc. Alors que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est uniquement le modèle standard, visible, etc. Et il faut dire qu'en 2015, donc, le LHC est remonté à très haute énergie, bon, après tous les problèmes du début, et on a monté maintenant à 14 TeV, ce qui est quand même énorme par rapport aux découvertes du boson de Higgs à 125 GeV, etc. Bon, je vais le dépasser un petit peu. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de découvert encore, hein, c'est pas encore perdu. On a des limites supérieures. Vous voyez que tout ça est exclu. On commence à exclure toutes les particules de certaine énergie. Alors on pensait que ces particules supersymétriques seraient dans cette gamme d'énergie du TeV. Maintenant, on l'a passé. C'est bien dommage. Et tout ce qu'on a découvert était compatible avec le modèle standard. C'est déjà bien, vous allez me dire. Mais on s'attendait tellement à trouver des particules supersymétriques que c'est peut-être un peu décevant. Par exemple, les deux principales expériences, CMS et Atlas, vous voyez un petit peu les données qui sont les symboles avec les barres d'erreur en fonction de l'énergie ici, et le modèle standard, c'est la petite prédiction bleue. Donc que ce soit CMS ou Atlas, on voit que les barres d'erreur confirment un modèle standard, mais ne trouvent pas de particules supersymétriques. Donc, ce qui n'est pas encore complètement, on peut peut-être la trouver à très très grande énergie. D'ailleurs, en fin 2015, en décembre 2015, il y avait eu une résonance qui avait été trouvée à 750 GeV. Il y a eu beaucoup d'effervescence et 500 papiers écrits là-dessus. Et puis finalement, c'est quelque chose qui est retombé comme un soufflet parce que rien n'a été vu. Donc, ce qu'on peut aussi rechercher au LHC, c'est ce genre d'expérience, c'est-à-dire qu'on a vu que le graviton pouvait sortir de notre espace à 3 dimensions. Est-ce que ce serait le cas? On aurait une expérience avec une interaction où un graviton partirait d'un côté, par exemple. Donc on devrait avoir des expériences où il manque de l'énergie. Pour l'instant, rien ne s'est déclaré encore. Ou alors même une particule virtuelle, graviton, ici, qui serait vue par des résonances. Et c'est ça justement que l'on cherchait, une résonance ici qui serait due à l'échange d'un graviton. Pour l'instant, rien n'a été vu, donc il faut attendre. Alors je finirai dans les minutes qui terminent pour savoir si, avec le fond cosmologique, comme on va en entendre parler avec le séminaire qui suit, est-ce qu'il va y avoir des contraintes? Alors pour l'instant, Planck, par exemple, qui est le dernier satellite, a extrêmement précisé les constantes de l'univers, hein, l'âge de l'univers, toutes les oméga. Et est-ce qu'on a découvert des particules supplémentaires? Alors on aurait peut-être pu, par exemple, au début de l'univers, s'il y avait eu des particules supplémentaires, des champs scalaires rajoutés, etc., on sait que la densité d'énergie peut s'exprimer en fonction des photons lorsqu'on est dominé par l'époque de radiation, dominé par le rayonnement. On a les photons, on a les neutrinos ordinaires qu'on connaît dans le modèle standard, qui sont au nombre de 3 et qui sont ultra-relativistes, donc qui comptent comme les photons ici, avec un certain facteur qui dépend de leur origine, etc. Et ce nombre n efficace est attendu dans le modèle standard à quelque chose qui est de l'ordre de 3. Et en effet, on découvre ce nombre-là, nf de 3, et pas tellement plus, donc ça veut dire qu'on n'a encore rien trouvé de plus. Alors, évidemment, il pourrait y avoir d'autres neutrinos beaucoup plus massifs qui peut-être n'interviendraient pas là. Il faut remarquer que tous les neutrinos que l'on connaît sont de symétrie chirale gauche, et ce serait plus satisfaisant d'en voir 3 autres de symétrie droite. Alors, pour la matière noire, notamment, certains ont émis l'hypothèse qu'il y avait des neutrinos dits stériles, c'est-à-dire inertes par l'interaction faible, qui seraient beaucoup plus massifs, qui peut-être n'interviendraient pas ici, donc ce n'est pas complètement exclu encore. Il y a des anisotropies à petites échelles, hein, on en a déjà parlé avec le lensing. Ici, je le rementionne ici avec les télescopes au sol qui ont plus de résolution spatiale que les télescopes spatiaux et qui permettent d'avoir des lentilles à petite échelle. Il y a aussi des contraintes qui ont été données sur la non-gaussianité des fluctuations, donc on aura le temps d'en reparler. Ici, de spectre de puissance, qui en fait, toutes les grandeurs sont compatibles avec l'inflation. Pour l'instant, il n'y a pas d'écart au modèle standard. Et puis, les lentilles gravitationnelles, hein, donc on parlait, les fluctuations du fond
sont défléchis et on a ce qui arrive vers nous à z égale 0, ce sont des photons qui ont été perturbés. Et on peut calculer les perturbations à chaque point. Ici, Lewis est bien connu pour avoir calculé par des simulations la puissance de lentilles, le potentiel gravitationnel, et puis toutes les petites flèches sont les déflexions en projection à l'espace 2D. Et notamment, Planck a en effet détecté tout ce spectre de lentilles, hein, le champ de potentiel des lentilles, pas dans le plan de la galaxie, bien entendu, puisque vous avez beaucoup d'avant-plans, mais dans tout l'espace entourant cette galaxie. Donc vous avez ici le spectre qui est tout à fait attendu et normal, et qui est compatible avec une constante cosmologique lambda ou bien une énergie noire. Un des derniers papiers de l'expérience à Atacama, ici. Alors vous voyez que ce télescope est très particulier, le télescope est ici. En fait, il est entouré d'un cache qui permet de protéger l'émission thermique du sol qui aurait une perturbation dans le millimétrique. Et vous voyez qu'en fonction de l'échelle, donc à petite échelle, au grand L ici, on voit que la mission ACT a de bonnes contraintes, et puis Planck en bleu ici aux grandes échelles. Donc on va entendre parler, mais c'est un des derniers résultats. Et puis il y a aussi une contrainte donnée par l'effet qu'on appelle Sachs-Wolf, qui est le suivant, c'est-à-dire que lorsque un photon du fond cosmologique entre dans un superamas de galaxies, qui est représenté ici par une cuvette, et que comme il met un certain temps à traverser, le photon mettra peut-être 1 ou 2 milliards d'années-lumière à traverser cet amas, selon la taille de l'amas, l'univers continue son expansion entre-temps. Donc si on a une expansion accélérée, notamment due à une constante cosmologique, à ce moment-là, le photon qui normalement devrait être à la fois accéléré, enfin il n'est pas accéléré, il prend de l'énergie. Un photon a toujours une vitesse constante. Donc lorsque le photon tombe dans un puits de potentiel, il gagne de l'énergie, donc sa longueur d'onde devient plus bleue. Puis lorsqu'il sort, sa longueur d'onde devient plus rouge, il repère cette énergie. Et normalement, si vous êtes dans un univers complètement plat mais dominé par la matière, vous perdez autant en remontant que vous avez gagné en tombant. Donc vous ne voyez aucun effet. Par contre, si lambda n'est pas nul, à ce moment-là, le puits de potentiel s'est complètement raplati à cause de l'accélération de l'expansion, et vous avez quelque chose qui a plus d'énergie à la fin. Et c'est en effet ce qui est aussi représenté par ce schéma. Vous voyez que si on n'a pas de constante cosmologique, on a autant d'énergie au début qu'à la fin. Et par contre, si on a une constante cosmologique, alors on est plus bleu, c'est-à-dire plus énergique, le photon est plus énergique en sortant. Alors est-ce que ça s'est observé? Ben oui. On voit ici en sommant tous les points qui représentent des amas de galaxies, tous les points qui représentent des maximums, des surdensités. Alors ça on le sait parce qu'il y a des surveys, enfin des relevés de, par exemple, des radiosources ou d'autres de relevés optiques qui vous montrent où sont les surdensités. Quand on somme toutes les surdensités, on voit qu'il y a une augmentation de l'énergie, donc une température plus grande ici, et dans les vides le contraire. C'est rouge et bleu au milieu. Donc cette carte a pu être faite par Planck ici. Vous voyez l'effet Sachs-Wolf prédit, tout à fait vérifié, donc il continue à vérifier qu'on a bien une énergie noire ou bien une constante cosmologique. Donc ici, et notamment, on a une très très bonne corrélation de la lentille, l'effet de lentille gravitationnelle, les déflexions ici, avec le fond infrarouge, qui est le fond de la matière en fait. Le fond infrarouge est dû aux étoiles, à la poussière et aux étoiles qui se forment dans les galaxies. Donc on fait une corrélation avec le fond infrarouge, point par point, c'est-à-dire tout ce qui est les maxima et les minima. Si vous faites une corrélation au hasard, vous n'avez rien du tout, mais vous voyez que les pics font une déflexion gravitationnelle vers le pic et le contraire pour un vide. Donc tout ceci est bien vérifié. Donc le fond cosmologique nous donne vraiment des contraintes là-dessus et on va en entendre parler. Donc je terminerai en disant que on a vu aujourd'hui que l'unification des forces était vraiment très très difficile. On n'est pas encore arrivé au bout. Pourtant c'est Tesla qui va nous donner la solution à ce problème d'énergie du vide et donc d'énergie noire. On a vu qu'on avait quand même progressé dans le principe d'équivalence. On a des limites supérieures qui vont être de plus en plus
meilleure avec le temps, et donc pouvoir contraindre par la petite échelle, l'infiniment petit, le principe d'équivalence et la cinquième force, que cette théorie des cordes peut-être un jour va nous aider à unifier la théorie quantique et la théorie de la gravité, peut-être la théorie géographique, et que la contrainte du front micro-ondes est très utile grâce aux lentilles et la corrélation avec les structures. Donc, je vous remercie.